Bonjour à tous, bienvenue au Design Spot. Je me présente, Johan Montenot, je suis chargé de projet et nous sommes ici aujourd'hui pour la conférence sur le biomimétisme. Dans le cadre de nos missions, le Design Spot organise des ateliers, des conférences et des retours d'expérience. Et c'est dans ce cadre-là que nous accueillons aujourd'hui Gillian qui va nous parler justement de cette thématique qui est le biomimétisme. N'hésitez pas à poser des questions au niveau sur le chat. Vous pourrez bien sûr, ensuite nous pourrons répondre, surtout Gillian pourra répondre à vos questions en fin de présentation. Gillian, bienvenue à toi. Merci. Je vais rapidement te laisser la parole pour présenter justement la thématique du biomimétisme et donc ta présentation. Et très heureux de te rencontrer et de t'inviter chez nous au Design Spot. Plaisir partagé. Super. Vas-y, dis-nous, je te laisse prendre la main et puis... Ça marche. Déjà, un grand merci au Design Spot pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis designer de formation et du coup, j'ai plusieurs casquettes. Je dirige une agence de design qui s'appelle Big Bang Project, qui est située à Paris et en Bretagne désormais. Et je suis aussi enseignant à l'École nationale supérieure de création industrielle et co-responsable d'un master qui est la première formation diplômante en France en biomimétisme. Et c'est une discipline aussi que j'enseigne à Sciences Po notamment et que dans quelques autres écoles aussi. Donc je vais vous raconter un petit peu ce voyage entre le design et la biologie pour voir un petit peu comment cette rencontre peut nous permettre de penser des innovations qui pourraient nous mener vers des sociétés qui sont plus soutenables. Très bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je suis designer de formation. Je viens plutôt d'une spécialisation dans les sciences et dans les nouvelles technologies. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans tout ce qui est énergie nouvelle, dans tout ce qui est robotique. J'ai pu travailler aussi dans les objets connectés, dans l'humanitaire également. Donc voilà, pas mal de champs très très variés, avec une spécialisation aussi dans le produit, dans le service. Donc c'était un petit peu mon parcours. Et j'ai été assez rapidement critique justement de cet outil avec lequel je travaille tous les jours, qu'est l'industrie. Donc effectivement, quand on conçoit notamment des objets connectés, je m'étais quand même rendu compte que on fallait faire venir des terres rares pour pouvoir produire les composants électroniques qui étaient implantés dans ces objets-là. On montait aussi de très haute température pour pouvoir façonner ces objets. On avait besoin d'une chimie qui n'était pas forcément compatible avec le vivant. Et ce qui m'a fait me poser pas mal de questions. Est-ce que cette approche du design est en accord ou est alignée avec mes valeurs et avec l'image que j'avais de ce design qui a vocation à nous guider en tout cas vers des sociétés qui sont souhaitables. Et j'ai commencé quand même pas mal à me poser de questions, puis à voir comment est-ce qu'on pouvait envisager des pratiques alternatives à cette forme de design industriel. Et en même temps, j'ai une passion à côté qui est dévorante, qui est la biologie. Donc j'ai la chance d'avoir un papa qui m'emmène chercher des fossiles depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Donc j'ai grandi avec une pioche sur l'épaule presque. Donc c'est assez chouette. On allait chercher des trilobites en Bretagne. Donc c'est des arthropodes qui ont 480 millions d'années à peu près. Donc c'est vraiment super vieux. On allait chercher du dinosaure, on allait chercher des insectes piégés dans l'ambre. Et en fait, ça m'a permis de développer un regard un peu particulier sur le vivant, pour se dire, ok, il y a beaucoup d'espèces qui ont aujourd'hui disparu, mais à un moment donné, elles étaient adaptées dans l'environnement. Qu'est-ce qui fait que finalement, ces espèces étaient adaptées à un moment donné et du coup, le vivant, les systèmes vivants ont rencontré énormément aussi de crises, des extinctions massives, on est à la 6e aujourd'hui. Elles ont rencontré aussi des glaciations, on a eu le droit à des périodes aussi de nuit totale, et du coup, pourtant, le vivant est toujours là. Après 3,8 milliards d'années, le vivant est encore là. Donc, est-ce que, du coup, dans les principes du vivant, dans l'organisation de ces systèmes-là, ou dans les stratégies justement mises au point par les organismes vivants, il pourrait y avoir des choses intéressantes pour nous, designers, pour voir comment est-ce qu'on pourrait aussi répondre à certaines crises, des crises environnementales, des crises climatiques ou des crises sociétales plus largement. Et du coup, dans ton métier de designer, tu as réussi à mettre en pratique vraiment ces principes-là ou ça a mis du temps à arriver? Alors du coup, ce sont des principes qui guident aujourd'hui ma pratique. En gros, dire ces principes du vivant, on les verra après dans la présentation. Du coup, on peut les ériger en principe de conception.
Et ça peut être justement une sorte de modèle qu'on va chercher à suivre pour pouvoir nous guider vers la soutenabilité. Et alors, c'est pas facile du tout, on verra pourquoi, mais en tout cas, c'est un joli objectif à suivre. Et bien évidemment, il y a aussi la question de l'ambition des projets qu'on pourra revoir, parce que on va pas répondre à tous les enjeux environnementaux en travaillant sur des produits, quelques matériaux, etc. Il faut aussi repenser les sociétés dans leur ensemble, quelque part, avoir une approche systémique. Et plus on va vers une approche qui est globale, plus on va être en mesure d'amener des réponses aussi qui sont nouvelles, ambitieuses aussi en réponse à ces problèmes-là. Donc on a ce vivant qui va nous guider dans la conception d'innovation bio-inspirée et qui petit à petit va nous permettre d'aller vers des mondes qui sont plus soutenables et plus souhaitables. Très bien. C'est un programme. Alors comme on le disait justement, donc il y a dans la nature ce qui nous intéresse, c'est de regarder un petit peu les principes qui font que finalement les systèmes vivants durent depuis 3,8 milliards d'années. C'est énorme, c'est monstrueux, voilà. Donc voir un petit peu comment est-ce qu'ils fonctionnent, quelles sont les règles qui ont permis cette durabilité. Et donc il y en a toute une série de ces règles-là, mais je vais ce qu'on appelle les Life Principles. Donc je vais en citer quelques-uns au travers un très bel exemple que l'on voit ici à l'écran. Donc ce que vous voyez ici, c'est le squelette d'une éponge de mer qui s'appelle Euplectella aspergillum. Et du coup, ce squelette-là, il est fait en verre. C'est des cheveux de silice qui sont assemblés pour créer une structure extrêmement complexe, mais qui est vraiment sublime. Vous voyez une sorte de dentelle de verre. Voilà. Donc pour la fabriquer, cet organisme-là les a fabriqués en respectant justement les principes du vivant. Donc c'est fait à partir de ressources locales. Donc les ressources n'ont pas parcouru plus de quelques mètres autour de l'objet pour pouvoir être produit. C'est fabriqué à partir d'une chimie qui est compatible avec le vivant. On utilise l'eau en tant que solvant. On utilise des constituants bénins, c'est biocompatible complètement, et c'est fabriqué dans des conditions de température ambiante et dans des conditions de pression ambiante également. On va aussi fabriquer tout ça par ajout de matière et non par enlèvement de matière, comme nous on le fait aujourd'hui majoritairement dans l'industrie. On va aussi favoriser la structure plutôt que l'usage de la matière pour économiser tout ça. Et on va utiliser des ressources qui sont libres et aussi disponibles. Et bien évidemment, le tout est recyclable, évolutif, adaptable, etc. Et ça s'apparente un peu à de l'impression 3D, du coup, plutôt dans le mode de fabrication. Quelque part. Et voilà. L'échelle de ces... Alors, elles sont grandes à peu près comme ça. Ok, une trentaine de centimètres. Oui, une trentaine de centimètres. Et on a vraiment des cheveux de verre. Lorsqu'ils sont pris un par un, ils sont souples, mais lorsqu'ils sont ensemble, ils deviennent justement une structure extrêmement rigide. Donc tout le jeu, quelque part, c'est de se dire, ces principes-là, est-ce qu'ils pourraient aussi devenir des principes de conception pour nous, designers? Et ça nous amène à nous poser la question de si le monde de demain, ou si les objets qui nous entouraient demain, étaient fabriqués dans les mêmes conditions, ils étaient adaptables, évolutifs, compatibles avec le vivant, fabriqués à partir de ressources locales, dans des conditions de température ambiante et de pression ambiante également. Donc ça permettrait de changer de paradigme complètement. Et donc ces principes-là, ils sont opérés en fait par un ensemble d'espèces qui peuplent la Terre aujourd'hui. Donc on estime à 8,7 millions d'espèces qui peupleraient la Terre, donc plantes, animaux, champignons. Et plus largement, on pourra regarder aussi le fonctionnement des écosystèmes eux-mêmes. Et on estime à 1,23 million d'espèces qui sont connues et décrites, qui du coup ont développé des stratégies complètement folles pour pouvoir justement subsister dans un environnement en perpétuelle transformation. Et chacune de ces 8,7 millions d'espèces a quelque chose à nous apprendre pour pouvoir nous permettre d'imaginer de nouvelles manières de capter de l'énergie, de produire des matériaux, de produire des aliments, par exemple. Voilà. Donc c'est assez incroyable. Et donc c'est un réservoir d'inspiration qui est presque sans fin. L'enjeu et la question qui est derrière tout ça aussi, c'est que finalement, on découvre moins d'espèces tous les jours que d'espèces qui disparaissent. Donc c'est aussi quelque part, chercher à s'en inspirer, c'est une invitation à protéger cette diversité du vivant, qui peut être une magnifique source d'inspiration pour designers, ingénieurs, architectes, urbanistes par exemple, et tout ça dans une logique justement écologique. Alors le vivant, on peut s'en inspirer à différentes échelles.
Le biomimétisme, c'est un voyage justement de l'échelle nano à l'échelle macro en passant par l'échelle écosystémique. Et ça, c'est vraiment important à retenir. On va faire des zooms permanents de l'échelle de la matière à des écosystèmes entiers qu'on va pouvoir scruter. Et donc, pour pouvoir s'inspirer du vivant, on va aller voir le fonctionnement de structures ou de matière. On va aller voir le fonctionnement de certains organes. On va aller voir le fonctionnement de certains organismes aussi. On va aller également observer en fait certaines interactions entre différents individus d'une même communauté d'espèces ou entre différents individus de différentes communautés d'espèces au sein des écosystèmes, ou plus largement, on pourra aussi voir le fonctionnement de la biosphère. Un exemple particulier, par exemple, si on s'intéresse à la question de la thermorégulation, on pourrait très bien aller regarder du côté de la fourmi argentée du Sahara, qui, pour ne pas en fait avoir trop chaud dans ce milieu-là, du coup est revêtue sur son abdomen de poils de section triangulaires qui sont argentés. Ce qui lui permet justement de répercuter les rayons du soleil d'une certaine manière pour ne pas avoir trop chaud en fait, et conserver une température stable dans son corps. Donc là, on va regarder justement quelque chose qui se situe à l'échelle de la matière ou de la structure. Mais dans un environnement, on va dire, alors on va prendre un environnement froid, on pourrait aussi très bien aller regarder des comportements, des interactions entre différents individus d'une même communauté d'espèces. On pourrait les voir donc chez le manchot empereur, qui a développé une stratégie de regroupement. Au sein de sa communauté, donc les manchots vont se regrouper en cercles concentriques et du coup, ils vont se mettre à marcher et à tourner en même temps. Et les individus qui vont être au centre du cercle vont être réchauffés par le mouvement des autres. Une fois qu'ils seront à la bonne température, ils vont sortir du cercle et ceux qui sont les plus froids vont venir au milieu. Donc on a vraiment, pour cette question de thermorégulation, là, un comportement collectif à regarder. Donc ça vous montre un petit peu comment en fait on peut faire ce voyage dans le vivant. On peut aller vraiment des fois mettre des lunettes pour aller voir le très petit, et puis des fois en fait se dire on va prendre un peu de recul pour aller voir des choses beaucoup plus grandes. Et c'est ça qui est si passionnant dans cette approche-là, c'est que on va vraiment faire des zooms avant, des zooms arrière en permanence pour voir comment le vivant a développé des stratégies pour répondre à des fonctions qui sont pour nous aujourd'hui des grands défis à résoudre. Un autre grand défi à résoudre, comme on venait de l'évoquer, c'est que finalement, quand on est designer, c'est pas forcément aisé d'aller explorer le vivant. On a besoin justement d'une part de travailler avec des biologistes pour nous aiguiller justement dans cette littérature scientifique qui est assez énorme à parcourir. On a besoin aussi de développer des nouveaux outils qui vont permettre aux personnes issues des disciplines de la conception d'aller fouiller le vivant pour n'en trouver que en fait, les idées que l'on recherche à la base. Ce que l'on voit à l'écran ici, c'est ce qu'on appelle la taxonomie biomimétique, qui a été développée par le Biomimicry 3.8, qui est l'institut en fait, de Janine Benyus, qui est on va dire, la personne qui a participé à populariser le biomimétisme, une biologiste américaine qui a écrit le livre Biomimétisme en 1997, qui a été traduit plus récemment en France, et qui est un ouvrage vraiment de référence. Et cette organisation taxonomique permet à des non-scientifiques de naviguer dans ces 1,23 million d'espèces connues et décrites en allant explorer ces systèmes vivants autour de grandes fonctions. Si l'on veut justement, comme on le disait, par exemple le thermoréguler, on va suivre le chemin qui va nous amener vers la boîte qui contient toutes les stratégies biologiques développées par les stratégies que l'on connaît pour pouvoir thermoréguler. Et du coup, ça va permettre aux designers de prendre inspiration sur ces stratégies-là pour développer des innovations beaucoup plus durables. Ça veut dire qu'il y a une base de données qui existe Ça veut dire qu'il y a effectivement, aujourd'hui il y a beaucoup de bases de données. Un des gros enjeux, c'est aussi justement de pouvoir avoir accès à cette donnée scientifique. On a du coup des outils, et j'en parlerai aussi très rapidement tout à l'heure, mais on développe même au sein de l'agence nos propres outils pour aller explorer le vivant. On travaille sur un outil qui s'appelle OKGaia, qui est une sorte de Google du vivant qui nous permet, à l'instar d'un moteur de recherche, justement, de poser des questions au vivant. Puis le vivant le moteur de recherche va nous ramener en fait des sources d'inspiration qui vont être les plus adaptées aux problèmes que l'on veut chercher à résoudre. Et du coup, tout ça en allant explorer les bases de données scientifiques auxquelles on a accès, avec un peu d'intelligence artificielle derrière. Donc avant, on faisait ça à la main. Quand je dis on, c'est typiquement Cléa, l'agence qui est la responsable de la biologie. Et du coup, ça prenait beaucoup de temps, parce que ça prend du temps d'éplucher justement les bases de données scientifiques. Et aujourd'hui, grâce à les outils numériques, on gagne vraiment en performance. Donc c'est assez intéressant.
Donc, comme je le disais tout à l'heure aussi, donc, tout ça nous permet d'aller extraire de toute la littérature scientifique des modèles biologiques qui vont être notre source d'inspiration. Donc, elles vont nourrir notre base de données qui vont nous permettre justement de constituer un réservoir d'inspiration que l'on va aussi traduire à destination des designers. Parce que l'une des grandes difficultés aussi de cette approche-là, c'est que l'information scientifique, l'information biologique, elle est produite à destination des biologistes et non des concepteurs. Donc, on a déjà un premier travail à faire, qui est fait par les biologistes, de traduction d'un langage scientifique vers un langage plus technique. Et cette traduction peut passer par des questions de sémantique. On va expliquer comment ça fonctionne, mais on va aussi traduire tout ça par des schémas, par des photos, par des vidéos qui vont permettre à des non-scientifiques justement de bien comprendre les mécanismes très très difficiles des fois à comprendre pour nous inspirer. Et parce que quand tu parles de designer, c'est dans le sens anglais du terme, c'est-à-dire vraiment c'est des concepteurs, quoi. Exactement. Pas, même si les designers tels que nous on l'entend en France, c'est des personnes qui ont plutôt s'occuper de l'aspect formel des choses. Mais là, non, ça concerne l'ensemble des personnes qui vont faire de la conception, que ce soit de produits, de systèmes, de services. Voilà, c'est dans ce sens-là. Oui, non, exactement. Et du coup, là, je le prends au sens très large. Et on verra après que ça peut même nous permettre aussi d'aller travailler directement à l'échelle des matériaux, de concevoir de nouveaux produits, des nouveaux services, mais même de travailler à d'autres échelles qui sont celles des formes d'organisation d'un territoire, par exemple, des formes d'organisation tout court. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment large. Donc là, je vais vous parler un petit peu de différents exemples de projets sur lesquels j'ai pu travailler pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre cette approche-là au travers de différentes échelles. On verra un peu de produits, on verra aussi un peu de procédés à la fin, et puis on verra aussi enfin comment est-ce que tout ça peut bouleverser les façons d'enseigner, notamment le design, mais pas que, parce que on verra qu'on parle de biomimétisme, c'est une approche qui est résolument pluridisciplinaire, et on verra justement vers quoi il faut tendre pour pouvoir apprendre ça à l'école. Alors, donc l'agence, comme je le disais tout à l'heure, est structurée autour de 3 missions. Donc, on a une première mission qui est la recherche. Donc, on va développer de la connaissance, on va développer nos propres outils, nos propres méthodes pour pouvoir faire du biomimétisme, parce qu'il n'y avait pas d'outils avant, en tout cas, qui étaient pensés pour le faire. On va ensuite les appliquer au travers de la conception d'innovation durable, puis après, on va aussi chercher à partager cette méthodologie-là au travers justement des différents médias, donc expositions, ouvrages ou enseignements dans différentes écoles pour pouvoir partager notre boîte à outils de designers bio-inspirés. Donc on est basé à Paris, donc on vient d'ouvrir aussi une antenne à Concarneau pour travailler sur tout ce qui est marin. Donc on a un gros coup de cœur sur la thématique mer et océan, qui sont extrêmement impactés par les activités humaines. Et donc, on développe aussi, on a notamment un projet de navire qui doit être, grâce à la bio-inspiration, qui doit limiter son empreinte sur l'environnement. Et donc, on travaille avec un tissu local d'entrepreneurs, d'ingénieurs ou de chercheurs, justement, qui nous aident à concevoir des innovations pour les milieux marins, mais pensées aussi par les milieux marins, ce qu'on appelle le biomimétisme marin. Donc, la mission de recherche dont je vous parlais. Donc on est une jeune entreprise innovante, on est membre aussi de l'Association nationale recherche et technologie qui fait la passerelle entre la recherche publique et la recherche privée notamment, et on est aussi membre fondateur du CEBIOS, donc, qui est l'organisme français qui produit, on va dire, des contenus et qui va fédérer le réseau des biomiméticiens français, alors, ce qui peut être il y a des associations, des TPE, des PME, des ETI, des grands groupes, etc. Mais scientifiques comme industriels, voire même parfois politiques. Et donc, on a la chance de pouvoir en être membre aussi. Et on est également membre d'un projet, d'une plateforme de recherche qui s'appelle Biomig, dont l'objectif est de caractériser des matériaux biologiques pour ensuite prototyper justement des matériaux bio-inspirés, qui est un projet qui est porté par le CEBIOS, mais quelques autres acteurs dans le Muséum national d'histoire naturelle, dont on a la chance aussi d'être partie prenante. Okay. Le CEBIOS, c'est Centre d'excellence du biomimétisme, c'est ça? Oui, Centre européen d'excellence en biomimétisme. Européen d'excellence, ok. Oui, et donc ils ont
un site qui est assez riche en ressources, donc j'invite le public à aller voir. Il y a des ressources pour les étudiants et des ressources aussi pour des acteurs voilà, publics, privés, etc. Donc avec voilà, des rapports qui ont pu être produits avec notamment France Stratégie ou avec l'ADEME sur les externalités positives du biomimétisme, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a été coproduit avec Miseco, notamment un cabinet d'études qui est assez chouette. Donc je vous invite à aller voir ces ressources-là, et elles sont extrêmement riches, diverses et apprenantes. Donc comme je le disais tout à l'heure, voilà, ce qu'on voit ici, c'est OKGaia, qui est ce moteur de recherche de stratégie biologique. Donc l'idée, c'est de donner ça en interne à nos designers et ingénieurs pour qu'ils puissent aller directement poser une question au système vivant. Et s'ils cherchent de nouvelles manières, par exemple, de stocker de l'énergie, il y a des vrais enjeux autour du stockage de l'énergie. Les batteries que l'on produit aujourd'hui ne sont pas forcément très durables, difficiles à recycler ou mises aussi sur une chimie qui n'est pas forcément compatible avec le vivant. Et bien, du coup, on peut aller creuser et voir comment tout un tas d'espèces autour de nous ont pu développer des stratégies extrêmement intéressantes pour pouvoir stocker de l'énergie. Ce qui nous amènerait après à rentrer dans un cycle de design pour pouvoir justement développer des solutions nouvelles. Et cet outil, donc OKGaia, que vous avez développé au sein de l'agence, au niveau de ce qu'on voit à l'écran, on retrouve des schémas comme ça avec des illustrations. Alors, pour l'instant, c'est un outil interne. Okay. Qui est encore quelques années de développement, je pense. On a une première brique fonctionnelle qui nous permet déjà en fait, d'aller explorer le vivant. On a besoin maintenant de développer tout un tas d'autres filtres pour pouvoir nous aider à naviguer dans la complexité du vivant. Et donc, c'est en tout cas un des projets sur lequel on travaille. Et à terme, l'idée, c'est de l'ouvrir au public aussi pour pouvoir montrer le potentiel qui réside dans la bioinspiration. Donc bien évidemment, tout ça nourrit notre base de données, avec quelques milliers d'espèces décrites aujourd'hui, orientées vers le design et l'ingénierie directement. Et donc tout ça, à un moment donné, on va l'appliquer. On va l'appliquer au travers différents types d'outils. Donc là, ce que l'on voit ici, c'est un outil qu'on a pu développer avec Centrale Supélec, avec des chercheurs de Centrale Supélec, de l'APESA aussi, et de l'UTC, qui est une sorte de boîte à outils pour générer des éco-idées. Donc on a un des chemins qui passe par le biomimétisme et du coup normalement bientôt on a une version open source qui devrait sortir, qui pourrait être accessible au grand public pour parler et utiliser justement les outils pour faire du biomimétisme dans une association, dans une PME, dans un grand groupe, voilà, peu importe. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va aussi les appliquer à des sujets très très concrets. On peut les appliquer à l'échelle des matériaux, mais aussi à l'échelle de produits ou de services. Et là, je vais vous présenter un premier projet qui est pour moi symbolique parce qu'il a été vraiment la porte d'entrée dans le biomimétisme. Et c'est un projet que j'ai pu concevoir avec le bioingénieur Michel Mello, un bioingénieur de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et on a commencé ensemble par concevoir une méthodologie pour réinventer les objets qui nous entourent en s'inspirant du vivant pour les rendre plus durables. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on avait envie de réinventer cet écran, ce fauteuil, etc. en s'inspirant de vivant? Eh bien, on pourrait miser sur cette méthode-là. Et cette méthodologie-là, donc on l'a mise au point il y a pas mal d'années maintenant. Et on a voulu la tester d'abord pour voir si elle fonctionnait. La tester sur un objet très concret qui est la bouilloire électrique. C'est un objet qu'on a choisi parce qu'il concentrait plusieurs problématiques. Alors, notamment d'abord la question de l'énergie. Parce que dans nos bouilloires, la source d'énergie n'est pas du tout optimisée. Mais il nous intéressait aussi parce que, à l'époque, on était en plein scandale du bisphénol A, donc les éléments toxiques qui sont contenus dans les matériaux plastiques, qui sont relargués dans l'eau de boisson lorsqu'il y a une chauffe, par exemple. Donc on se disait qu'il serait intéressant aussi de repenser les matériaux de cet objet bouilloire. La question de l'assemblage qui était aussi souvent définitif. L'électronique était complètement intriqué justement dans l'objet, ce qui rendait difficile en tout cas le désassemblage pour une revalorisation éventuelle. Et la question de l'eau qui est contenue dans la bouilloire, qui est une ressource qui devient de plus en plus rare. Et donc voilà, on s'était dit, ça fait 4 raisons qui nous guident vers cet objet-là. On va chercher à le réinventer en s'inspirant du vivant pour le rendre plus durable. Et c'est ce qui nous a permis justement de tester notre méthode pour pouvoir l'éprouver, l'améliorer et la valider à la fin. Et ça, c'est un projet
interne de l'agence? Non, ça c'était avant l'agence. D'accord. L'agence a 4 ans et demi. D'accord. Et ce projet-là, il date de 2000. Il a commencé en 2011. Ok. Et ça a été un des premiers projets. Mon premier projet en biomimétisme date de 2008. Et du coup, celui-là était un petit peu après. On s'est aperçu qu'il fallait créer une méthode, justement, tellement l'approche est complexe. Et du coup, ça a été vraiment ce qui a permis de poser les bases de l'agence aujourd'hui, on va dire. Donc, on est d'abord parti d'une analyse de cycle de vie pour essayer de voir un petit peu par où commencer. Parce que c'est jamais facile de voir par quel bout prendre le problème. Et on s'est basé donc sur une ACV qui nous a permis d'identifier en fait le nœud du problème en regardant un petit peu l'objet de l'extraction de sa matière première jusqu'à sa fin de vie. Et donc une ACV, c'est-à-dire que vous avez évalué les impacts sur l'environnement sur l'ensemble du cycle de vie d'une bouilloire électrique, existante classique. Voilà, exactement. Ce qui nous a permis de voir que le problème ne venait pas tant de l'extraction de la matière première, pas tant de la production, pas tant de la fin de vie, mais c'était plutôt quelque chose qui était lié en fait à la consommation de l'énergie en phase d'usage. Lorsque vous appuyez sur le bouton ON pour faire chauffer l'eau, c'est là que vous allez en fait générer l'impact massif de cet objet sur l'environnement. Donc du coup, ça nous a permis de nous orienter, de dire effectivement, ok, on va regarder comment le vivant va nous permettre de jouer sur cette question de consommation énergétique. Donc parce que du coup je suis designer, on a regardé aussi les usages liés à cette consommation d'énergie et on s'est rendu compte de plusieurs travers d'usage sur lesquels on allait pouvoir jouer. Donc on s'est rendu compte que bon, déjà la source d'énergie n'est pas du tout optimisée, donc il faudrait voir comment est-ce qu'on peut optimiser la chauffe de l'eau. On s'est aussi rendu compte qu'on va chauffer systématiquement à 100 degrés alors que la température optimale de la plupart des boissons se situe entre 60 et 70 degrés, donc on pourrait déjà gagner aussi un peu d'énergie ici. Donc il faudrait permettre un contrôle de la température de l'eau. On s'est aussi rendu compte que finalement on va fréquemment réchauffer le même liquide, alors qu'on pourrait conserver l'eau chaude le plus longtemps possible pour éviter de lancer une seconde chauffe après. Et également, du coup, on va remplir notre bouilloire d'1 litre alors qu'on veut faire chauffer seulement une tasse, donc on va dépenser plus d'énergie que nécessaire. Donc tout ça, on va dire ces observations, nous ont permis de créer un cahier des charges pour aller explorer le vivant. Donc vous voyez que ça nous a permis de voir, d'aller explorer, voir comment le vivant fait pour optimiser une source d'énergie, comment le vivant fait pour pouvoir contrôler une température, contrôler un volume d'eau ou isoler. Et donc on s'est servi à l'époque d'une base de données en ligne qui s'appelle Ask Nature, que je vous invite à aller voir, qui est très très bien faite, qui reprend le fonctionnement taxonomique que l'on a vu au début et qui permet justement d'aller identifier des stratégies biologiques pour répondre justement aux fonctions que l'on recherche. Donc ça, c'est un petit peu l'ancêtre de l'outil OkGaia que l'on développe aujourd'hui à l'agence, mais qui est déjà un très bon début. Alors par contre, il y a à peu près 2400 entrées, alors qu'on a vu, c'est 1,23 million d'espèces connues décrites, donc c'est incomparable. Mais en tout cas, c'est un très très bon début. Pour rentrer dans le biomimétisme, moi je vous invite vraiment à aller juste en prendre plein les yeux. Et aller explorer un petit peu ces fonctions biologiques, vous allez voir que le vivant est juste incroyable. Et puis il y a une beauté aussi oui. Qui se dégage de tous ces éléments complexes qui sont développés et qui visuellement, on en prend vraiment plein les mirettes. C'est exactement. Et puis quand on regarde le designer aussi, on se dit c'est incroyable. Et après, des fois, il faut aussi sortir de la fascination pour essayer de voir comment ça fonctionne, pour essayer justement de s'en inspirer. Et des fois, c'est pas facile. Voilà. Mais du coup, pour remplir ces 4 différentes fonctions, au travers notamment cet outil-là, on a aussi fouillé dans la littérature scientifique plus largement, ça nous a permis d'identifier une centaine de modèles biologiques qui répondaient à nos 4 fonctions recherchées. Et cette centaine de modèles biologiques, on les a transformés en une centaine d'idées bio-inspirées qui nous permettaient de répondre à nos différentes fonctions. J'ai bien présenté l'exemple qui est tout en bas au milieu. Vous voyez un petit insecte en bas de l'écran, vraiment au milieu, qui est un bombardier. Donc, le bombardier, c'est un insecte qui a développé une stratégie de défense contre ses prédateurs qui est vraiment juste incroyable. Donc, il est capable de faire bouillir de l'eau dans son abdomen pour l'éjecter contre ses prédateurs lorsqu'il se sent menacé. Donc là, avec Mishka, on s'est dit, c'est juste incroyable. On n'a pas besoin finalement de faire appel à l'énergie nucléaire qui fait du nucléaire à côté ou de se brancher sur un secteur. On pourrait très bien, par une chimie quelconque, on pourrait potentiellement faire bouillir de l'eau. Donc Mishka a regardé un petit peu quel était le mécanisme sous-jacent pour essayer de le reproduire. Donc on s'est rendu compte que finalement,
il y avait 2 glandes dans son abdomen qui permettaient grâce à une réaction chimique, de faire bouillir un liquide qu'il allait ensuite éjecter. Donc, on a trouvé quels produits chimiques s'en rapprochaient le plus. Mishka a expérimenté des choses, ce qui a permis de voir que finalement, pour faire bouillir de l'eau, il a fallu mettre 2 réactifs chimiques dans l'eau de boisson, ce qui n'était pas terrible forcément, et qu'en plus la réaction était super instable, voire explosive, et du coup, quand on essaie de sortir un produit, c'est pas une très bonne nouvelle. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas parce que une idée est bio-inspirée qu'elle est forcément bonne. Donc on va pas, dans biomimétisme, en fait, le terme peut nous induire en erreur. On va pas imiter le vivant, on va aussi l'adapter. Parce que ce qui fonctionne à une échelle donnée ne va pas forcément fonctionner dans la traduction que nous on en fait à une autre échelle, dans un autre contexte. Et donc, pour pouvoir sélectionner les meilleures idées, il faut mettre en place des filtres. Donc ces filtres-là, c'est ceux qu'on utilise aujourd'hui à l'agence, qui nous permettent justement de sélectionner les meilleures idées bio-inspirées pour pouvoir après nous guider vers la conception de la solution. Donc typiquement, la première question à se poser, c'est est-ce que l'on a suffisamment de données de bonne qualité pour comprendre la stratégie biologique que l'on observe? Des fois, on va se dire, tiens, on a découvert que tel insecte fait telle chose absolument incroyable. Mais peut-être qu'il va y avoir un seul papier scientifique qui émane du fin fond de la Sibérie, et le chercheur peut être, des fois, un peu, on peut douter de la pertinence de certains articles. Donc on a d'abord ce premier regard à avoir qui nous permet de faire le tri sur la qualité de l'information que l'on a à disposition pour bien comprendre ce qui se passe à l'échelle du vivant, pour ensuite bien l'adapter dans nos sociétés au travers justement des matériaux, des produits, des services, etc. Donc ça permet déjà d'enlever en fait pas mal de choses pour nous permettre de se concentrer sur des sources d'inspiration dont on est absolument sûr de fonctionnement. Après, la question de l'impact environnemental et de l'impact sociétal nous intéresse aussi énormément. Donc ça va nous permettre de hiérarchiser les idées entre elles, du plus intéressant, du plus impactant, on va dire, au moins impactant sur l'environnement ou la société, même si, au stade encore des idées, il est absolument impossible de donner un score justement sur les idées qui vont être les plus performantes ou pas. Mais avec l'expérience, on arrive à savoir celles qui pourraient être justement les plus polluantes ou les moins polluantes, par exemple. Donc ça nous permet déjà de hiérarchiser les idées les unes par rapport aux autres. Et enfin, on a encore quelques filtres qui vont nous permettre de situer nos idées aussi, notamment dans le temps. La question du coût ou la question de la maturité technologique, elle est aussi intéressante. Des fois, on va se dire, effectivement, là, on a besoin, pour développer cette idée-là, de reproduire ce mécanisme biologique. On va avoir besoin de développer ou de mettre en œuvre une nouvelle technologie qui peut-être soit très chère à mettre en œuvre, soit qui n'existe pas encore, ou qui est en cours de développement. Et du coup, ça va nous permettre de situer aussi l'innovation qu'on commence à entrevoir sur l'échelle temporelle. Est-ce qu'on se situe à court, moyen ou long terme, par exemple? C'est un très très bon guide aussi pour sélectionner les idées. Et ça, c'est dans votre outil OKGaia. Pour l'instant, c'est juste une base de données de recherche. Il n'y a pas encore de lien avec les solutions techniques qui seraient en corrélation. D'accord. Okay. Ça, c'est dans on va dire, c'est ce sur quoi on va travailler dans les prochaines années. D'accord. Donc, on passe d'un outil qui nous permet justement de récolter la donnée biologique pour ensuite arriver vers quelque chose qui ressemble plus à un outil de conception. Ok. Mais tu as vu juste ça. Voilà. Donc en gros, de cette centaine d'idées bio-inspirées, il y en a seulement 4 qui ont passé en fait l'ensemble de ces filtres-là. Donc ce que l'on voit ici à l'écran, c'est les 4 idées. Donc la première que vous voyez en haut à gauche, qui est inspirée d'une espèce de termite qui s'appelle Macrotherme michaelseni. Et donc Macrotherme michaelseni, eux, vivent dans le désert du Sahara. Donc on va parler ici de thermorégulation parce que pour survivre dans le Sahara, elles ont besoin en fait de cultiver une espèce de champignon qui vont leur permettre de se nourrir et de nourrir leurs larves. Et sauf que du coup, ces champignons-là en fait ont besoin d'une température constante pour survivre. Sauf que dans le désert, entre le jour et la nuit, on a plus ou moins 40 degrés de différence de température. Donc pour lutter contre ça, les termites ont construit justement un habitat. Le termitière, vous avez peut-être déjà vu en fait, ces grandes structures en terre qui sont assez impressionnantes. Elles sont construites autour d'une sorte de cheminée centrale qui peut descendre un peu même profondément. On prend la fraîcheur du sol qui va être mélangée en fait avec la chaleur de l'environnement extérieur. Et donc on a un effet cheminée qui se crée comme ça dans l'habitat. Et plein de petits canaux qui sont creusés, qui font le pont entre l'intérieur et l'extérieur, qui sont soit ouverts en journée pour pouvoir justement mélanger l'air chaud et l'air froid, pour pouvoir avoir une bonne température,
et fermé par les petits cailloux la nuit pour pouvoir conserver l'air chaud à l'intérieur pour avoir une température constante. Et donc là, avec Mishka, on s'est dit, mais ce serait assez incroyable d'utiliser notamment des technologies d'impression 3D céramique qui commençaient à percer un peu à l'époque. C'était pas forcément un bon pari, mais ça arrive. Mais l'idée, c'était justement de voir comment est-ce que par des questions de structure, en arrivant à structurer le matériau de notre bouilloire, le matériau céramique, on allait pouvoir jouer sur une régulation passive, en tout cas une gestion passive des flux de chaleur à l'intérieur, pour ne chauffer qu'avec très peu d'énergie, mais en même temps chauffer très longtemps en jouant sur la circulation passive de l'air à l'intérieur, de l'air chaud, pardon. Donc ça, c'est la première source d'inspiration que l'on a conservée. Sur la question de l'isolation, donc comment conserver l'eau chaude le plus longtemps possible, éviter de lancer une deuxième chauffe, on s'est intéressé à deux espèces. Donc on s'est intéressé d'une part au toucan et d'autre part à l'ours polaire. Donc le toucan, vous voyez cet oiseau qui a un grand bec coloré dans les zones tropicales. Ce bec lui sert à plusieurs choses. Il va lui servir forcément à se nourrir, donc à casser des noix pour manger, aussi à se battre contre ses congénères, notamment en période de reproduction, mais aussi du coup à thermoréguler. Donc on a un réseau de capillaires sanguins qui parcourt l'ensemble du bec, qui va prendre la chaleur de l'extérieur pour la ramener dans son corps, qui est lui très bien isolé par ses plumes. Le problème, c'est que ce bec est aussi un pont thermique vers l'extérieur. Donc, pour éviter justement de perdre la chaleur là où il la récupère, on aperçoit en fait à l'intérieur de la structure du bec des alvéoles cartilagineuses qui sont remplies d'air, ce qui permet en fait au bec d'être très léger pour ne pas être déséquilibré, très robuste pour pouvoir se nourrir et se battre, et en même temps très bien isolé parce qu'incorporant des couches d'air pour pouvoir justement éviter des déperditions de chaleur. Donc là, on s'est dit, ok, ce serait intéressant aussi par impression 3D céramique de créer une structure alvéolaire autour de nos volumes d'eau chaude pour conserver l'eau chaude le plus longtemps possible grâce à cette double paroi qui est en même temps hyper structurante. Sur la question sur l'ours polaire, lui, on l'a regardé une autre partie du corps. On a regardé sa fourrure. Et donc l'ours polaire est blanc pour plusieurs raisons. Le vivant est souvent multifonctionnel. Ça lui sert à se camoufler de ses proies, mais ça lui sert aussi à justement attraper la chaleur environnante pour la transmettre à son corps. Donc ces poils ne sont pas blancs, il n'y a pas de pigments à l'intérieur, ils sont creux. Et ce qui fait que quand la lumière arrive, elle va être justement transmise directement à sa peau qui est noire pour pouvoir l'absorber au maximum. Mais c'est aussi là où il va pouvoir aussi jouer sur de l'isolation thermique. Donc lorsque du coup l'ours va plonger dans l'eau glacée pour se balader ou aller chasser, donc la couche de poils extérieure creuse va lui permettre d'avoir une couche d'air qui va isoler son corps de l'eau glacée pour pouvoir survivre dans ce milieu extrême. Et donc là, avec Mishka, on s'est dit que ce serait aussi intéressant de travailler sur la dernière couche de la bouilloire électrique pour pouvoir créer en fait de la porosité pour limiter les déperditions de chaleur par convection lorsque l'air va venir se déposer sur la bouilloire. Donc on va justement créer ces petites bulles d'air partout à la surface pour pouvoir créer une seconde couche isolante. Et enfin, sur le contrôle du volume d'eau, on s'est intéressé à une espèce marine que l'on entreaperçoit en bas à droite de l'écran, avec une espèce qui s'appelle le nautile, qui a donné le nom à la bouilloire qu'on a imaginé d'ailleurs. Et donc le nautile, lui, a dans sa carapace en fait différentes cavités qu'il va soit remplir ou vider au travers un siphon, ce qui va lui permettre de descendre en profondeur ou de remonter à la surface et se diriger dans l'eau. Et là, on s'est dit avec Mishka, on pourrait aussi très bien imaginer que dans notre bouilloire, on intègre différents compartiments que l'utilisateur pourra remplir selon ses besoins, mais surtout qui nous empêcherait de remplir plus d'eau que nécessaire. Donc tout ça mis bout à bout, a donné en fait le concept que l'on voit à l'écran. Donc là, on voit une coupe à gauche, elle a été sectionnée en deux. Donc c'est une bouilloire qui est imprimée en 3D en céramique. Et il y a un élément du coup de chauffe qui est intégré. Et il y a deux éléments de chauffe. En fait, ça fonctionne et par électricité et par combustion. Donc on en voit un bout tout en bas à droite sur la source d'énergie électrique. Et donc on a cet objet qui est surmonté en fait d'un bouchon que l'on va pouvoir faire pivoter en position 1 tasse, 2 tasses, 3 tasses ou 4 tasses, ce qui va permettre d'ouvrir des petits canaux que l'on voit. Donc il y a 4 canaux qui permettent d'ouvrir sur 4 sphères, et chacune des sphères correspond au volume d'une tasse,
Ce qui fait que lorsqu'on veut remplir seulement une tasse, on va faire pivoter le bouchon en position une tasse, on va ouvrir seulement un compartiment, on ne pourra pas remplir plus d'eau que nécessaire. Ensuite, du coup, on a pour diriger la chaleur, soit par électricité, soit produite par combustion, du coup, on a cette cheminée centrale qui est plein de petits canaux qui ont été conçus aussi dans la matière même de l'objet, qui permettent justement de faire tourner, de faire circuler en fait de manière passive la chaleur. Et donc, on chauffe avec très peu d'énergie, mais la chaleur reste très longtemps à l'intérieur. En fait, elle va être diffusée à l'eau de manière progressive. Et enfin, sur l'isolation, on voit à l'extérieur justement une structure alvéolaire qui va nous permettre de conserver l'eau chaude le plus longtemps possible. Et c'est très petit, on ne voit pas là, mais sur la dernière couche, on a une couche de céramique qui est poreuse, qui est une deuxième couche isolante pour voilà, garder l'eau chaude vraiment longtemps. C'est la partie blanche qu'on voit ou c'est juste en dessous, effectivement. D'accord, ouais. Ok. Et du coup, ça, le mode de procédé de fabrication, vous avez pu avoir quelque chose qui puisse être répétable ou ça reste... Répétable, non. C'est pour ça que pour l'instant, on reste sur des prototypes. Tout l'enjeu, en fait, là, en coût de production, on est à peu près à 1200 euros. Les derniers prototypes ont coûté 1400 euros. Il y en a 2 exemplaires qui sont exposés dans l'exposition permanente sur le biomimétisme à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Mais le procédé de fabrication fait que l'objet est très coûteux. Alors, j'ai rencontré des marques de luxe qui m'ont dit pas de problème, on vendra ça à 2000 euros. Mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif derrière, c'était de rendre ça accessible à tout le monde. Et c'est pour ça que du coup, on avait commencé à redesigner l'objet pour le fabriquer avec des procédés beaucoup moins onéreux, on va dire, et, notamment via du moulage, mais voilà, ça reste dans les tuyaux. Mais ça pose la question de la valeur de nos objets aussi, puisque effectivement, on est tellement habitué à avoir des coûts d'achat tellement faibles pour des objets qui durent peu de temps, qu'il y a aussi un changement aussi de modèle d'aller vers des produits peut-être plus durables, plus efficaces, avec un coût plus élevé certes, mais qui va permettre de se passer de génération en génération par exemple. Exactement, et puis après souvent, ce qu'on pense être plus cher, c'est des fois aussi le coût réel. Parce que lorsqu'on achète de pas cher, on ne mesure pas le coût environnemental non plus qu'il peut y avoir dedans, enfin, tout un tas d'autres effets secondaires, on va dire. Mais voilà, donc aujourd'hui, on est resté au stade de prototype et ils sont visibles à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors, pendant cet premier projet porté avec Mich Camello, on a décidé de documenter la façon dont on travaillait ensemble. Parce qu'à l'époque, travailler entre design et science, c'était pas si commun que ça. Donc on s'est dit, bon, on va se faire une sorte de journal intime ou un cahier de laboratoire, et tous les soirs, on va dire comment est-ce qu'on a avancé de notre côté sur le projet. Et chaque fin de semaine, on partage justement nos avancées, et en même temps, du coup, ça nous permet de porter un regard sur la pratique de l'autre. Et donc, on s'est rendu compte, notamment grâce à cette documentation-là, que beaucoup de choses nous séparent et sont des freins à ces coopérations entre design et science. Et quand on parle de biomimétisme, on l'a vu, on parle de bio, donc on parle de science du vivant, et pour le mimétisme, on va faire travailler les pratiques de la conception, le design, l'ingénierie, l'architecture, l'urbanisme, etc. Et du coup, créer cette interface, c'est pas si simple que ça. Parce que, du coup, et ce que ce livre a permis de mettre en avant, c'est qu'on déjà, on n'a pas le même langage. Donc il faut trouver un vocabulaire commun qui nous permette d'avancer ensemble. On ne travaille pas sur les mêmes échelles de temps. Du coup, moi j'ai appris à travailler sur le rythme de l'industrie. Lui a appris à travailler à l'échelle de la science, donc des années, voilà, enfin, des décennies pour certaines personnes, même plus, des fois des carrières entières qui se succèdent. Et donc il faut qu'on trouve aussi le point sur lequel on peut se raccrocher. On ne travaille pas dans les mêmes espaces non plus, entre laboratoire et studio design. On ne travaille pas avec les mêmes méthodes, pas les mêmes outils. On n'a parfois pas les mêmes finalités de projet ou pas les mêmes notions d'éthique. Donc on a plein de choses qui nous opposent. Et donc, dans ces logiques de projet, on va avoir besoin de créer un terrain d'entente entre ces différentes disciplines pour qu'elles puissent justement nous permettre d'inventer des solutions plus durables grâce à la bioinspiration notamment. Alors, je ne sais pas si ça nous oppose, mais en tout cas, c'est suffisamment différent pour créer des complexités dans la collaboration. Oui. Et en tout cas, ça m'a permis moi, de poser les bases de l'agence aujourd'hui, justement, de voir comment est-ce qu'on peut passer outre ces freins. Et du coup, et notamment, il y a
une biologiste salariée dans une agence de design, et je ne sais pas si c'est courant. Je Ouais, ne pense non, pas. ça va pas être. Mais du coup, ça permet de faire cette passation entre les sciences et le design, et la société au travers le design. Ce qui est un peu aussi le rôle du Design Spot, Oui. pour faire le Exactement. lien avec. C'est pour ça qu'on t'a invité, Oui, parce oui. qu'il y a vraiment quelque chose qu'on partage à Oui. ce niveau-là, quoi. Non, complètement. Je vais parler d'un autre projet aussi. Donc là, on a regardé un petit peu comment est-ce qu'on peut s'inspirer du vivant pour concevoir des innovations durables. On peut voir aussi qu'on peut directement coopérer avec certains organismes vivants aussi pour pouvoir faire les choses de manière un peu plus soutenable. Donc là, je vais vous parler d'une colonie symbiotique de levures et de bactéries qu'on retrouve dans certaines boissons fermentées dans les magasins bio aujourd'hui sous le nom de kombucha. Donc, la kombucha, c'est une sorte de thé fermenté grâce à l'action justement de ces levures et bactéries que vous voyez à l'écran. Donc, on a à peu près 24 types de bactéries qui sont impliquées dans la réaction. Et donc, elles vont au contact d'un thé, donc elles vont manger, digérer les sucres et produire des gaz pendant le processus de fermentation qui va donner naissance à cette boisson fermentée qu'on va ensuite boire, qui a des propriétés intéressantes. On dit une boisson probiotique. Voilà. Mais là, nous, ce qui nous a intéressé dans ce processus-là, c'est pas tant le processus de fermentation pour fabriquer du thé fermenté, mais c'est ce qui se passe en fait à la surface du liquide. Donc les bactéries et les levures vont transformer en fait les sucres en chaînes de sucre qui vont faire produire de la cellulose. Ce que l'on voit en haut à droite de l'écran, c'est une couche de cellulose bactérienne puisque produite par les bactéries qui vivent dans ce milieu et donc fabriquée à partir des sucres présents dans le liquide. Donc en découvrant la capacité de ces micro-organismes à digérer en fait des sucres, on s'est dit que ce serait intéressant pourquoi pas transformer des déchets organiques qui sont un vrai problème aujourd'hui pour en faire des matériaux à base de cellulose. Et la cellulose, c'est 80% de la matière végétale sèche, donc c'est des choses qu'on utilise dans plein de choses, plein d'objets autour de nous et qu'on a tendance à récolter en déforestant tout simplement. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'était de se dire, la question que l'on se posait, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser ce procédé-là pour pouvoir, d'une part, transformer nos déchets organiques pour produire en fait localement des matériaux, voire des objets basés sur la cellulose sans avoir recours à la déforestation. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus, en mode très low-tech, comme on voit à l'écran. Donc là, c'était l'époque où j'étais à La Paillasse, qui est un laboratoire citoyen qui a depuis malheureusement fermé. Et j'avais embauché une bioingénieure qui venait de l'université de Berkeley, qui s'appelle Akriti Jain, qui avait travaillé justement sur un ensemble de recettes en faisant varier le régime alimentaire des bactéries, en faisant varier les conditions de culture, température, pH, etc. Et du coup, l'idée, c'était de commencer à créer une bibliothèque de matériaux qui étaient produits, fabriqués, tissés, parce qu'on est dans des fibres de cellulose, par ces bactéries et levures à partir de nos déchets organiques. Et donc, on a commencé à avoir une série de matériaux qui ont des propriétés cicatrisantes pour la peau pour certaines, d'autres des propriétés de conduction, de conductivité, pour faire de l'interaction, enfin tout un tas de choses comme ça assez intéressantes. Et on a commencé à se dire, si demain on avait chez nous des petits objets qui nous permettaient de faire pousser, de cultiver en fait des objets flambant neufs à partir de nos déchets dans l'habitat, grâce à l'action de ces levures et bactéries. Donc on a imaginé ce petit objet qui s'appelle Grodius, qui est composé d'un petit bioréacteur, d'une application pour guider l'utilisateur dans son usage, une série de moules pour faire pousser justement les objets, qui vont être fabriqués par les micro-organismes à la surface du liquide, mais contraints dans leur forme par le moule qu'on mettra sur la surface. Donc on a une série de 12 moules, mais là pour l'exemple on a pris de quoi faire pousser du fil et des boutons. Et ça fonctionne de manière extrêmement simple, donc on a juste on a un bain liquide au milieu, tout en bas, pardon. On va y plonger nos déchets organiques. Ensuite, on va y plonger la mer qui contient les micro-organismes qui vont ensuite se dupliquer dans le bain liquide. On va ensuite y mettre quelques additifs naturels qui vont nous aider à façonner les propriétés des matériaux qui vont être fabriqués par les micro-organismes. Donc ici, on a de l'aloe vera pour donner un peu d'élasticité à nos matériaux. Après, on a juste à refermer. Et donc, les micro-organismes se mettent à travailler, se mettent à digérer en fait les sucres présents dans le réacteur pour créer de la matière à base de cellulose, du coup avec les bonnes propriétés et à la bonne forme grâce à nos moules. Donc, au bout d'un moment, on commence à voir apparaître à la surface du moule justement une matière qui était cultivée.
Et du coup, on veut exploser, voilà aussi ce que ça donne, hein. On commence à voir les bonnes formes et les bonnes propriétés qui commencent à apparaître. Et quand on a la bonne épaisseur, eh bien, on va juste retirer le moule, laisser sécher, et on va donc obtenir des objets flambant neufs fabriqués à partir des déchets organiques de l'habitat. Alors, un jour, j'ai rencontré des gens qui étaient missionnés par le gouvernement indien pour faire du transfert de technologie verte de la France vers l'Inde. Et ils m'ont dit, mais Gideon, t'es gentil, mais tu penses trop petit. Donc la machine, petite machine dans l'habitat, etc., c'est gentil, mais nous, en Inde, on génère des millions de tonnes de déchets organiques tous les jours. Est-ce qu'on pourrait imaginer justement transposer ce procédé-là à l'Inde pour pouvoir justement revaloriser les déchets, pour pouvoir produire des matériaux qui, pour certains, peuvent avoir des propriétés proches du plastique. Et on était en pleine à l'époque où le gouvernement indien avait dit dans Delhi, demain, dans 3 ans, il n'y aura plus de plastique. Alors, c'est pas le cas encore aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait une ambition. Et du coup, c'était une jolie opportunité pour tester à grande échelle, je trouve, en tout cas, à grande échelle, ce procédé-là. Donc, on s'est installé à Noida, en banlieue de Delhi, pour pouvoir justement, dans un bâtiment qui nous avait été prêté, commencer à mener quelques expérimentations. L'idée, c'était de se dire qu'on allait pouvoir chercher à faire notamment de l'emballage, parce que bon, la cellulose, c'est intéressant, hein, justement, pour pouvoir emballer tout un tas d'objets. On peut aussi faire pousser des choses souples, donc pour le textile, il y avait quand même aussi un débouché assez intéressant. Et on avait aussi essayé voilà, quelques pièces pour le transport, notamment, ce genre de choses-là. Donc on avait commencé à mener des expérimentations là-bas. Alors c'était très difficile parce que les recettes qui avaient été imaginées en France, finalement, n'étaient pas adaptées, on va dire, aux déchets organiques indiens. Donc en Inde, on a un mélange, notamment, on mange beaucoup d'épices, hein, donc du coup, sauf que beaucoup d'épices sont bactéricides. Donc il a fallu réinventer certaines recettes pour que les bactéries qui étaient présentes dans notre solution ne se sentent pas agressées par les déchets qu'on leur apportait. Et il faisait 45 degrés aussi à l'ombre, hein, quand on y arrivait. La température idéale pour la culture de ces micro-organismes-là est de 28 degrés à peu près. Donc c'était, voilà, il a fallu adapter les recettes pour pouvoir après concevoir, en tout cas produire des matériaux qui étaient intéressants. Donc l'idée qui se cachait derrière ça, c'était une approche très circulaire finalement des choses, où on travaillait avec une personne pratique qui était dans une association qui formait les gens sans emploi à des nouveaux métiers. Donc l'idée c'était qu'ils puissent former des gens à aller chercher, à aller collecter en fait des déchets organiques à la sortie des restaurants ou des industries agroalimentaires pour pouvoir ensuite les amener dans le bâtiment que vous avez vu tout à l'heure pour être transformés grâce à l'action de ces levures et bactéries avec les bonnes propriétés pour ensuite être broyés, pressés pour en extraire l'eau parce que la matière que l'on récolte est composée de 98% d'eau et après injectés dans les moules imprimés en 3D pour pouvoir justement façonner des objets qui peuvent du coup eux-mêmes redevenir des déchets qui peuvent être à nouveau mangés par nos micro-organismes pour être à nouveau transformés en d'autres objets. Donc d'avoir une approche complètement circulaire. L'avantage c'est que en travaillant avec des fibres de cellulose qui étaient du coup compressées, on avait une très bonne cohésion de la matière et pas forcément besoin d'un liant, ce qui fait qu'on pouvait redonner justement cette matière-là à manger à nos micro-organismes. Donc voilà. L'initiative, par contre, n'a pas fonctionné, donc pour d'autres raisons. Hein, le travail entre la France et l'Inde a été compliqué à gérer, donc ça n'a pas perduré, mais en tout cas, l'idée est là, et il y a énormément de choses à faire à partir de ce procédé. Donc rapidement, du coup, je vous parlais maintenant d'une autre approche, parce que donc, tout ça, on l'a dit, ça ne va pas de soi. Travailler à la frontière entre design et science, ça s'apprend, ça s'outille. Et aujourd'hui, quand on travaille dans une entreprise, dans un laboratoire, c'est pas forcément évident. On ne nous laisse pas forcément ni le temps ni l'espace pour pouvoir justement expérimenter des choses un peu nouvelles. Par contre, ça peut s'apprendre à l'école, ça peut s'apprendre dans les formations. Et du coup, j'ai la chance de pouvoir enseigner depuis 2013 à l'ENSI, École nationale supérieure de création industrielle, où j'enseigne le biomimétisme. Et où, du coup, je suis co-responsable avec mon collègue Simon Dénin d'un master en biomimétisme, qui est la première formation de diplômante de France sur le biomime. Mais je l'enseigne aussi à Sciences Po et dans quelques autres écoles pour former justement de nouvelles générations de designers qui vont être en mesure de s'inspirer du vivant pour concevoir des innovations durables, mais aussi des gens capables de travailler à l'interface entre les sciences et le design.
Donc là, en gros, on a pu monter pas mal d'enseignements, des enseignements pour toucher un peu la matière, les matériaux biologiques, tels qu'on a pu le voir ici avec la cellulose bactérienne. On les a aussi emmenés explorer les fonds marins pour voir comment, en fait, les organismes que l'on ne voit pas, parce qu'ils sont cachés très profondément, voilà, voir ce qu'ils peuvent nous apprendre pour pouvoir innover autrement. On a également été explorer en fait l'ingéniosité du vivant pour tout ce qui est spatial. Donc ici, c'était un projet en partenariat avec le CNES, Centre national d'études spatiales, pour voir comment est-ce que on pourrait potentiellement s'inspirer du fonctionnement des systèmes vivants pour penser des systèmes habitats dans lesquels en fait tous les flux sont bouclés. L'idée, c'était pas de dire qu'il faut absolument coloniser Mars. L'idée, c'est de dire on va sur Mars ici parce que on n'a pas le droit de générer du déchet qu'on ne puisse pas réutiliser après. Parce que c'est une question de vie ou de mort, quelque part. Donc, tous nos flux doivent être bouclés. Le prétexte de Mars, c'est intéressant sur le. Oui, c'est ça. Pour ensuite faire revenir sur Terre les idées qui ont été. D'être obligé d'être dans un milieu où tout doit être optimisé. Comme ça permet de créer, sous la contrainte, des choses plus extrêmes et plus. Oui, exactement, oui. Donc voilà, donc là, on a commencé à regarder ça, et puis du coup, j'ai aussi eu la chance de pouvoir copiloter avec mon collègue Deshmukh Gopal de l'Institut Pasteur, de son côté, un programme étudiant avec justement pas mal d'écoles, et c'est un projet qui s'appelle iGEM, pour International Genetically Engineered Machine, qui a été porté entre différentes écoles. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, on donne à nos étudiants 10 mois pour produire une réponse nouvelle justement à une problématique environnementale ou sanitaire, parce que Pasteur, mais en misant justement sur les apports des sciences et du design. Et donc, pendant ces 10 mois, nos étudiants de différentes écoles, donc on avait le SPCI, Chimie Paris-Tech, on avait l'ENSI bien évidemment pour le design, on a eu quelques polytechniciens également, deux chouettes étudiants qui étaient là sur un des projets que je vais présenter tout à l'heure. On a eu des étudiants aussi en biologie de l'UPMC et de Paris Diderot. Donc voilà, donc l'idée c'était de se dire on forme une équipe vraiment pluridisciplinaire pour pouvoir répondre à de grands enjeux par ces disciplines que sont sciences et design. Donc un des premiers projets, je vais passer rapidement parce que je vois leur filet, a été justement de travailler sur les arbovirus. Donc les arbovirus, ce sont les virus portés par les moustiques, et les moustiques, on le sait aujourd'hui, sont les animaux les plus meurtriers au monde. Un requin, les requins, c'est à peu près 10 morts par an. C'est pas grand-chose finalement. Au regard des moustiques, ils sont responsables de 725 000 morts tous les ans. C'est assez énorme parce qu'ils sont porteurs de vecteurs de virus comme Zika, dengue, chikungunya, West Nile ou fièvre jaune. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que l'on fait pour pouvoir lutter contre ces maladies infectieuses? On va faire un épandage massif d'insecticides dans l'environnement. Donc on va tout détruire et en même temps, on va favoriser la résistance des moustiques parce que les moustiques les plus forts vont se reproduire entre eux. Donc c'est pas une solution. C'est en tout cas certainement pas une solution durable. Alors que là, il faudrait cibler en fait de manière très précise les zones infectées pour cibler le traitement insecticide et en même temps prévenir les populations qui ont un foyer d'infection à un endroit donné pour éviter justement les contaminations. Et donc les étudiants se sont attaqués à ce problème-là en visant cette solution idéale. Et pour ça, ils ont travaillé ensemble et ont conçu un matériau dont on voit la forme schématiquement en bas, qui est basé sur un mélange de silice et de cellulose, mais surtout qui joue sur un couple anticorps-antigène, ce qui va permettre en fait de faire changer de couleur la matière au contact du sang d'un moustique infecté. Donc si on a par exemple des protéines virales de Zika dans le sang d'un moustique qui touche le matériau qui a été conçu et produit, le matériau va changer de couleur, ce qui va nous indiquer la présence d'un virus à un endroit donné, à un moment donné. C'est-à-dire qu'il faut écraser le moustique. Oui, et pour ça, on a ce qu'il faut. Donc, c'est tout l'intérêt du design aussi, c'est que du coup, ça a permis d'intégrer cette technologie, ce capteur qui a été pensé dans justement un service beaucoup plus large qui permet justement de faire cela. Donc, on a ici ce que l'on voit au centre, c'est un piège à moustiques qui est low cost, coûte quelques dollars, qui était conçu aussi avec les entomologistes de l'Institut Pasteur pour pouvoir capturer les moustiques de manière assez efficace et peu chère.
Et on a un kit d'analyse après pour pouvoir justement analyser le sang des moustiques de manière très low-tech, parce que, et sans chaîne du froid, hein, parce que dans les pays souvent les plus concernés par ces maladies-là, la chaîne du froid est difficile à respecter. Donc si on a des tests pour pouvoir voilà, analyser le sang des moustiques qui ont besoin d'être conservés à une température constante, c'est très très compliqué. Donc là, ils ont travaillé là-dessus, et donc ils ont inventé cette solution qui consiste justement à partager à des régions, des villes, des villages, etc., un ensemble de pièges qui vont être disposés dans un territoire donné par des opérateurs pour créer un maillage des zones à risque. Donc ces pièges vont être laissés un temps, le temps justement à des moustiques d'être capturés, et donc ces pièges-là vont être après vont être récoltés par les opérateurs pour être ensuite analysés. Donc on a ensuite après ce kit d'analyse dans lequel on va mettre justement 4 patchs donc, dont on a vu tout à l'heure la formulation. Ces 4 patchs vont permettre de détecter 4 maladies graves, 4 virus portés par les moustiques. Donc on va les insérer dans le petit kit d'analyse, et donc on va récupérer les moustiques qui ont été piégés à un endroit donné à un moment donné. Dans le kit, on a un petit bouchon broyeur pour broyer les moustiques. On va y mettre une solution qui va permettre justement de révéler, de mettre en évidence justement les protéines virales qui peuvent être présentes dans le sang des moustiques. Et on va tirer avec la petite pompe jaune que l'on voit, le jus, le lisa, hein, le jus de moustique qui en est issu, qui vont immerger de façon homogène les 4 patchs. Et du coup, les opérateurs vont devoir après reporter les changements de couleur qui opèrent sur les patchs sur une application dédiée. Et du coup, tout ça permet de transmettre à une base de données mondiale des herbovirus des résultats extrêmement précis pour voir si tel virus est présent à tel endroit donné, à tel moment donné. Ce qui permet après de traiter de manière très précise les traitements insecticides et en même temps de prévenir les populations d'un potentiel départ d'infection. Et donc, 10 mois, 18 étudiants de différentes écoles ont reçu 4 awards au MIT pour avoir conçu ce projet-là et le prix de la fondation Bill et Melinda Gates. Donc le projet, en tout cas une partie a été testée à Dakar, etc. Donc vous voyez que quelques étudiants, pourtant pas encore professionnels, mais ben pourtant en fait, quand on les fait coopérer à l'interface entre design et science, on arrive justement à créer des choses qui sont extrêmement fortes, et ça démontre de la puissance de ces approches-là. Et du coup, ce qui rejoint parfaitement le rôle du design spot aussi, hein, c'est ce rôle-là hein, de faire l'interface. Donc il y a, pour moi, là-dedans, justement, une vraie preuve qu'on a besoin aujourd'hui de travailler dans ce sens. Je peux encore manger 5 minutes ? Tu peux encore 5 minutes, oui. Oui. Bah, en tout cas, ce projet fait vraiment écho. C'est typiquement des projets qu'on accompagne. Alors, il y a beaucoup de projets qu'on ne peut pas présenter, nous, qui restent confidentiels. Mais c'est exactement un mix entre produits, biologie, interface. Voilà, c'est tout à fait des solutions, enfin, design qu'on accompagne, quoi. Oui, ben, ça, je pense effectivement que ça fait vraiment écho à vos activités ici. Rapidement, un autre projet, puis après je passerai à la conclusion. Mais l'équipe suivante, l'année d'après, a travaillé sur la pollution de l'air. La pollution de l'air est responsable de 8 millions de morts tous les ans. C'est catastrophique. Et ils se sont intéressés plus particulièrement à la pollution de l'air intérieur, parce que l'on passe 80% de notre temps en intérieur. Et donc, ils se sont dit, ok, aujourd'hui, effectivement, nos intérieurs transpirent de particules fines, de perturbateurs endocriniens, enfin tout, les textiles, le chauffage, les peintures, tout est porteur on va dire, de particules qui sont extrêmement nocives et pour l'environnement et pour la santé. Et l'idée, c'est de se dire, de concevoir d'abord un matériau qui va être en mesure, par sa structure, de les capturer de manière extrêmement efficace, mais en même temps, de chercher aussi une solution pour les dégrader, pour les rendre inoffensifs pour l'environnement et la santé, pour pouvoir après, dans une logique d'économie circulaire, pouvoir les revaloriser. Et donc, ils ont mis au point un matériau qui ressemble à une sorte de coton, mais qui est inspiré de la structure d'une certaine toile d'araignée, qui va être en mesure justement de capturer ces particules fines et perturbateurs endocriniens. Et ce matériau est revêtu d'enzymes qui vont en même temps casser ces particules fines ou perturbateurs endocriniens, les dégrader pour les rendre inoffensifs. Et donc, tout ça est bien évidemment, encore une fois, intégré dans un objet, voire un service quelque part aussi, qui pourrait être donné par les mairies demain. Donc vous voyez un kit low cost ici, composé justement de cellules photovoltaïques souples qui permettent d'alimenter un petit ventilateur qui va venir tirer l'air de l'intérieur au travers ce patch qui était du coup produit par des bactéries mais dont la structure est bio-inspirée.
Et donc, on a juste à mettre le patch au milieu de l'objet, à fermer les contacts, le mettre en route, et du coup, un objet de cette taille permet de filtrer en 24 heures l'équivalent d'une pièce de 30 mètres carrés. Mais ça va non seulement capturer justement ces éléments polluants, mais ça va aussi les dégrader. Et donc, une fois que votre filtre est saturé, donc, on va recevoir une enveloppe avec 2 compartiments. Donc, dans un des compartiments, il y aura un filtre neuf pour pouvoir le remplacer. Et dans l'autre compartiment, en fait, ce sera l'espace pour pouvoir envoyer le filtre saturé à des centres de collecte qui, du coup, vont utiliser ces éléments ainsi dégradés dans l'industrie du médicament ou de l'électronique pour pouvoir, justement, en tant que ressource, pour pouvoir produire des choses derrière. Donc, encore un très bel exemple de ce que l'on peut faire à l'interface entre design et sciences en 10 mois avec une vingtaine d'étudiants. Je vais juste aller très vite, voilà. Donc tout ça, en fait, ça m'a aussi permis de poser les bases du master que j'ai pu concevoir à l'ANSSI en partenariat avec le CBIOS, justement, dont on parlait tout à l'heure, avec l'Institut des futurs souhaitables aussi, qui est un très bel institut qui nous accompagne depuis un moment, et le Muséum national d'histoire naturelle pour former des nouvelles générations de biomiméticiens capables d'adresser des problèmes complexes au travers des méthodes complexes. Donc voilà, donc toute l'idée, c'est de les former à cette pluridisciplinarité au travers d'un parcours de 18 mois. Donc effectivement, ça s'apprend tout ça. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que il y a derrière, c'est pas seulement une approche de l'innovation, en fait, c'est ce qu'il faut retenir de ce qu'on appelle le biomimétisme ou de cette convergence entre design et sciences du vivant. Il faut aussi que ça serve à un objectif qui nous rassemble. Et dans le biomimétisme, on a cet aspect méthodologique qui est très fort, mais aussi cet aspect philosophique qui est extrêmement très présent, qui consiste à dire, en fait, on va chercher à regarder le vivant pour nous inspirer en fait des sociétés qui sont plus soutenables. Et c'est aussi une façon de chercher à nous reconnecter à la nature, parce qu'on s'en est trop longtemps déconnecté, et une grande partie de nos problèmes vient de là finalement aussi. Du coup, il va falloir chercher à se reconnecter à cette biosphère, à ce monde vivant duquel on fait partie. Et le biomimétisme, pour moi, est aussi une approche qui permet ça. C'est une approche très rigoureuse, qui permet une approche très positive aussi et optimiste de l'innovation et du développement durable. On ne va pas revenir en arrière, comme certains peuvent dire sur certaines approches du développement durable. Là, on est sur quelque chose où on va générer des fois des idées même complètement dingues et extrêmement positives pour nous guider justement vers un idéal dans lequel justement les activités humaines sont prennent en compte l'environnement dans lequel elles s'inscrivent et sont beaucoup plus du coup soutenables. Parce que en gros, faire design, c'est aussi la question d'un projet de société que l'on a envie de construire derrière aussi. Et du coup, ça nous permet aussi de guider scientifiques, designers, vers un objectif qui nous rassemble. Et du coup, pourquoi je mets cette slide-là enfin, c'est un petit manifeste qui a été rédigé par Emmanuel Delannoy, qui écrit superbement bien, que j'ai eu la chance de pouvoir coécrire avec Kalina Raskin, directrice générale du CBIOS, Tariq Chekchak, qui est à l'Institut des futurs souhaitables, Paul Boulanger chez Picaya, et encore Alain Renaudin, qui est le fondateur de la Biomim Expo, un événement majeur du biomimétisme en France, et qui du coup met en avant la façon dont on a envie de faire le biomimétisme en France aujourd'hui, qui intègre forcément ces enjeux de soutenabilité dans cette approche de l'innovation. Super. Bon. Merci Guillaume. Voilà. C'était ton mot de la fin. C'était mon mot de la fin. Ok, super. J'ai quelques questions à te poser. Alors, tu as déjà répondu à pas mal d'entre elles. Entre autres, comment le design peut s'emparer de l'approche biomimétique à travers, puis on a parlé des différents outils que tu es en train de constituer, de construire. Donc, il y a une recherche déjà, je ne sais pas si on dit recherche bibliographique, de recherches qui ont déjà été faites sur des systèmes vivants. Mais après, est-ce qu'il y a aussi des méthodes qui sont spécifiques au biomimétisme? Parce que tu en as parlé, vous avez construit des méthodes, mais est-ce qu'il y a des méthodes que tu peux nous présenter succinctement, un peu spécifiques? Alors, alors déjà, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc moi j'étais formé en tant que designer produit, à faire aussi du service. Donc on m'a appris à concevoir de l'échelle du dixième de millimètre à l'échelle du mètre à peu près, on va dire. Mais le fait de faire ces zooms permanents que l'on a vu au début entre le nano et le macro en passant par l'échelle écosystémique ouvre complètement en fait le panel d'approche du design dans la conception en fait. Donc aujourd'hui,
je travaille non plus seulement à l'échelle du produit et du service, mais à l'agence, des fois, on peut travailler sur des matériaux. On peut travailler aussi sur des formes d'organisation. On peut travailler à l'échelle de territoire. Donc, en gros, c'est une approche qui nous invite aussi à élargir la façon dont on va pratiquer le design. Donc, il y a quelque chose de complètement nouveau là-dedans. Et ce qui aussi, du coup, nous force à inventer ces nouvelles méthodes pour pouvoir, du coup, explorer ces nouveaux champs et en même temps travailler à des échelles à laquelle on n'a jamais été formé. Donc, quels outils on va devoir imaginer demain pour passer, travailler à la fois de l'échelle du nanomètre à l'échelle du kilomètre quand on pense à l'échelle de ville, par exemple. Donc, c'est des chantiers qui sont complètement nouveaux, qui s'ouvrent à nous aujourd'hui et qui vont nous occuper pour pas mal d'années. Donc aujourd'hui, dans la question méthodologique, effectivement, donc nous, on suit une méthodologie très particulière à l'agence qu'on utilise depuis des années, qui est prouvée, mais qu'on cherche à améliorer en permanence en y greffant aussi des nouveaux outils, tels que Okegaya ou d'autres encore qui vont venir. Il y a, dans la littérature scientifique, on peut accéder notamment, je pense à la thèse de Pierre-Emmanuel Fahimi, qui était du coup aux arts et métiers, qui a permis aussi de créer une méthode en regardant un petit peu la façon dont les gens pratiquaient le biomimétisme et d'en tirer, on va dire, des enseignements à transmettre pour montrer un petit peu quelles sont les grandes phases finalement du processus de biomimétisme dans l'innovation. Et du coup, on peut former aussi à cette méthode-là. Je pense notamment aux formations dispensées par l'Institut des futurs souhaitables, qui propose des formations notamment de 5 jours pour former des participants de tous bords à la méthodologie du biomimétisme qui part de la thèse de Pierre-Emmanuel pour pouvoir montrer comment est-ce qu'elle peut s'appliquer à différents secteurs, à différents champs d'application. Et donc c'est assez chouette. Et donc on peut commencer à comprendre le fonctionnement en 5 jours. Et puis après, effectivement, si on veut bien le maîtriser, il faut des formations plus conséquentes, ce qui a donné naissance notamment au master à l'ENSI sur une formation de 18 mois. Et après, il faut pratiquer. Après, voilà, la formation. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, je le fais tous les jours avec mon équipe et on apprend tout le temps, encore aujourd'hui, et on apprendra encore en permanence. Donc, il y a encore tout à construire. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que j'ai commencé dans le biomime en 2008 à peu près, et pourtant, ça reste encore quelque chose de presque nouveau. Donc, on a toujours un émerveillement au quotidien. Déjà, quand on va explorer les systèmes vivants, on va découvrir des choses complètement dingues. Donc, on a toujours une petite étincelle en permanence qui sera là et qui va nous alimenter justement dans les idées qu'on va pouvoir après générer en réponse à certains challenges. Mais du coup, on a besoin aussi d'outiller tout ça, d'amener de plus en plus d'outils d'éco-conception, notamment dans les pratiques de design biomimétique, de les adapter justement à notre méthodologie aussi. Donc voilà. Donc on fait de la recherche aussi pour nous vraiment développer nos propres outils qui nous permettront de développer des innovations qui font sens. Et interfacer avec des outils existants comme ceux de l'éco-conception, comme tu l'as très bien montré dans l'exemple de la bouilloire. Et j'avais donc une question aussi sur donc ça sur les méthodes, ça on a vu. Donc une question sur le lien entre ce modèle industriel qu'on a, qui est venu des révolutions industrielles qui ont amené à la fabrication des produits qu'on connaît maintenant. Et du coup, est-ce que ça questionne pas justement cette relation qu'on a sur la fabrication de solutions qui sont plus proches de l'homme, mais du coup vers des transformations qui sont plus de proximité, et puis peut-être même plus artisanaux sur les produits et les solutions qu'on mettra en place dans le futur. Non, complètement en fait. Donc c'est vrai que si on revient au principe du vivant qu'on a regardé au départ, il n'y a que l'homme finalement qui fait venir ces matières premières qui fait parcourir 3000 km pour pouvoir arriver à transformer à un endroit donné. Et revenir à un autre endroit dans le monde, encore faire 3000 km pour pouvoir être acheté par un consommateur, etc. C'est une aberration totale. Dans le vivant, en fait, c'est de l'économie de moyens, de l'économie d'énergie, parce que du coup, c'est rare tout ça. Donc, il y a une façon de gérer les ressources qui peut nous apprendre de nouvelles manières de faire, mais par contre, on ne pourra développer des solutions qui sont performantes que si on cherche à s'inspirer
à l'échelle systémique, finalement, donc des systèmes vivants. Travailler à l'échelle de matériaux, de produits, c'est bien. C'est un premier pas, finalement, pour repenser en fait, des choses de manière plus globale. C'est pourquoi aujourd'hui, on va commencer à se diriger aussi vers le travail sur les territoires bio-inspirés, travail à l'échelle de ville aussi. Et c'est, par exemple, un travail que certains de mes étudiants peuvent faire aussi avec la mairie de Caen, sur comment est-ce qu'on peut s'inspirer des systèmes vivants pour repenser les systèmes urbains, pour répondre pour résoudre la question de la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols, la question des inégalités sociales, la question des îlots de chaleur. Enfin bon, je vais pas faire la liste tellement les problèmes sont énormes et tellement la liste est longue. Mais du coup, si on veut vraiment apporter une réponse performante et puissante, quelque part, il faut regarder le problème de manière à l'échelle du système, et non pas seulement à l'échelle micro. Et le biomimétisme, pour moi, il nous invite aussi à ça. Donc, regarder le fonctionnement des systèmes vivants, la façon dont les ressources sont gérées, partagées, distribuées, etc., peut nous amener à repenser les systèmes humains, en fait, de manière différente, mais plus soutenable. Et donc, on va avoir deux questions qui sont posées par des internautes. J'ai juste une remarque juste par rapport à cet aspect justement de la biomimétique, où là, on est plus, où on va générer des objets qui sont avec des formes inspirées de la nature, inspirées du vivant, mais où du coup, il n'y a pas cette approche systémique ou de système complexe qu'on va ensuite retraduire avec nos outils à nous. Et c'est vrai que des fois, on voit des objets qui sont juste avec des formes souples, des formes bio-inspirées. Et du coup, pour toi, ça, c'est pas du biomimétisme? Alors, effectivement, en fait, pour moi, le biomimétisme se traduit par deux choses. Il y a une intention de bio-inspiration, donc on va s'inspirer du vivant pour imaginer une innovation, peu importe, dans plein de champs différents, mais il y a aussi une intention d'éco-conception qui est très forte. C'est que du coup, on ne peut pas, séparer la question environnementale de la question de l'innovation. Ça, c'est le biomimétisme. L'idée, c'est de dire, on va regarder le fonctionnement des systèmes vivants qui ont su s'adapter pendant 3,8 milliards d'années pour voir comment nous, on va pouvoir aussi répondre à nos crises. Et du coup, c'est vraiment ça la philosophie du biomime. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, en France en tout cas, on essaye vraiment de le pousser. C'est très très important. C'est une particularité française, tu disais. Il y aura d'autres initiatives à travers le monde qui le poussent, mais en France, c'est vraiment c'est très très fort. Okay. Et ça, je trouve ça très beau en fait, au final. Et la biomimétique, c'est le pendant pas forcément durable de la bio-inspiration. Donc on va s'inspirer du vivant pour concevoir des innovations, point. Et nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Okay. Voilà, ça permet d'aller plus loin. Voilà. On va prendre deux questions, Lorraine. La première, y a-t-il d'autres agences en Ile-de-France qui sont spécialisées dans le biomimétisme? Alors, il y a en Ile-de-France, dans le biomime, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a le CBIOS, qui n'est pas une agence, qui est une SKIC aujourd'hui, donc une société coopérative, qui fait le hub, justement, entre les différents acteurs français et avoir absolument. Donc, elle va faire le lien entre les acteurs publics, privés, donc des acteurs scientifiques, de l'industrie, etc. Donc là, vraiment, c'est eux qu'il faudrait aller voir en premier, on va dire, ils sont porteurs de ressources, ils travaillent sur des méthodes, sur des outils, etc. Nous, on travaille souvent avec eux aussi sur des projets. Donc il y aurait vraiment ça. Après, il y a quelques autres acteurs qui commencent à émerger, notamment en fait tous ceux que l'on commence à former. Donc depuis 2013, il commence à y avoir un peu de monde qui commence à arriver. Mais en tout cas, il y a quelques boîtes qui commencent à monter. Deuxième, quels sont vos arguments qui inciteraient les entreprises françaises à développer des produits bio-inspirés? Déjà, le caractère innovant de ce que l'on peut sortir et le caractère aussi durable de ce qui est conçu. Ce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est vraiment une approche qui permet de réconcilier innovation et développement durable. Et ça, moi, je connais peu d'approches qui sont capables de le faire de manière aussi forte. Et puis surtout, se dire que peu importe la question que l'on se pose, le vivant a déjà en fait une solution pour ça.
ne peut pas lutter contre 3,8 milliards d'années de R&D, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment puissant derrière. Donc, du coup, par contre, il faut savoir aller chercher la bonne source d'inspiration, et après, on peut tout imaginer. Donc ça, pour moi, c'est un argument majeur, en fait, c'est de dire, bah, on va se creuser la tête pour voir comment est-ce qu'on va adapter ces solutions-là dans nos sociétés, mais les réponses, elles sont déjà partout autour de nous. Et il faut par contre apprendre à protéger ce vivant qui nous entoure pour pouvoir prendre aussi à le regarder d'une nouvelle manière et nous en inspirer. Merci Gillian. Alors, je pense qu'on peut conclure voilà, de cette intervention. C'était passionnant. Je pense que c'est vraiment aussi des approches qu'il faut qu'on intègre, même nous au sein de l'Université Paris-Saclay et du Design Spot. Donc on a déjà des projets quand même qui l'intègrent finalement naturellement. Et du coup, ça permet de raccrocher, enfin moi personnellement, ça me permet de raccrocher justement leur problématique avec celle du biomimétisme. Et du coup, peut-être d'aller pousser un peu plus loin leurs solutions pour aller justement chercher dans le vivant des principes qui vont permettre d'optimiser leur solution. Donc ça, c'est vraiment une super approche. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on tende de plus en plus vers ça et inciter les porteurs de projets à s'intéresser à cette problématique du biomimétisme. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, pour l'intervention. Et donc la prochaine intervention dans notre cycle de conférences sera donc design UX/UI, donc un autre sujet très très différent mais tout aussi passionnant, avec Romain Landibert, voilà, qui nous parlera des designs d'interface et de voir comment justement créer une interface optimisée, alors pas forcément bio-optimisée, mais même s'il y a peut-être des choses à aller chercher dans le vivant par rapport aux interfaces, ouais. Et la consommation de nos serveurs, etc., de créer des solutions plus durables dans ce domaine-là. Mais en tout cas, voilà, là, avec Romain Landberg, ce sera la partie design d'interface centré utilisateur avec la partie design graphique. Voilà. Merci beaucoup, Iliane. Merci. Et puis à une prochaine fois, j'espère. J'espère aussi. Au revoir tout le monde. Salut.